Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et ça y est, on est justement à la fin de cette fameuse liste des scandales dans le monde du catch, donc oui déjà, et que je vais pas vous mentir, la première et la deuxième vidéo a été, on va dire, demander un peu de temps, vu comment ça n'a pas été de tout repos, entre les titres que je devais mettre et entre ce que j'étais en train d'écouter, parce que maintenant je commence à comprendre à quoi maintenant ça fonctionne, de prendre un minimum son temps, surtout quand on sort une vidéo avec telle qualité pareille, et que entre-temps maintenant, je suis un peu content que ce soit les titres de sujets que je suis en train d'aborder et en plus les photos, je me suis demandé, ah ben en fait ça va trop bien en fait. C'est justement trop bien ce que je fais. Bon après, est-ce que c'est la perfection? On peut pas dire, mais ça va, ça peut passer. Et que peut-être que même la troisième ne va pas être tout repos. De toute façon, on verra au moment où je vais le monter et montrer ça, quoi. Mais bon, vu comment on est justement à la toute dernière de la fin de cette fameuse liste que je vais aborder, eh ben maintenant, on était passé auparavant du premier jusqu'au 20e et de la deuxième vidéo de la 22e, enfin 21e jusqu'à la 40e. Eh ben maintenant, on va passer de la 41e à la 50e. Voilà, si vous permettez bien. Et que je commence déjà avec le numéro 41. Eh ben, on va parler du sujet de Jimmy the Superfly Snuka a déjà commis un meurtre. Ou alors il a déjà tué quelqu'un. Oui, ce n'est pas un secret, et d'ailleurs même moi je le sais même pas, c'est justement cette année-ci que j'ai pu découvrir, bizarrement. Je crois que c'est grâce à une vidéo de Dr. Wrestling, car c'est lui qui l'avait abordé ce sujet-là jusqu'à ce que ça va en profondeur avec Monsieur Hawking, qu'il a notamment parlé dans son iceberg. Eh ben, ça c'était un truc et un sujet dont j'ignorais et que je ne savais pas que ce genre de choses avaient existé pour de vrai, enfin des actes horribles. Eh ben, quand j'y repense, eh ben, maintenant je me dis, en fait, peu importe les êtres humains auxquels on peut aborder, ils sont loin d'être parfaits et ils sont loin d'être des saints. C'est ce que je me suis dit. Bon après, est-ce que c'était accidentel ou pas? Dur à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a tué quelqu'un sans s'en rendre compte. Et bien sûr, quand je dis tuer quelqu'un, je parle bien évidemment de son ex-petite amie. Oui, 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 son ex-petite amie, alors que Jimmy Snuka était réellement marié et avait des gosses, notamment Tamina Snuka et aussi Jimmy Snuka Jr. et d'autres parts de la fratrie de Snuka, on peut dire ça comme ça. Et que là, il était à faire dans un truc, ça pourrait lui condamner en prison. Et d'ailleurs, la famille de la jeune femme a tenté plusieurs fois de le faire condamner en prison pour homicide involontaire ou volontaire, mais qu'ils n'auront, on va dire, pas réussi à faire ce qu'ils avaient de prévu de faire. Car c'est sûr, Jimmy Snuka, c'est sûr, il avait quelqu'un avec qui il peut le protéger, éviter la prison à vie, mais en revanche, il peut pas éviter au scandale et aux tribunaux, même s'il serait potentiellement condamné. Mais bien sûr, quand je parle de cette personne, c'est notamment Vince McMahon qui l'a aidé à se pas faire choper par la justice et de se faire arrêter, quitte à, on va dire, avoir une mauvaise réputation dans le milieu. Et grâce à l'aide de McMahon, il n'a pas été condamné en prison, bizarrement. Et que, bon après, est-ce que c'est normal ou pas, mais en tout cas, c'était sûr, c'est que la jeune femme était amoureuse de Snuka, et que Snuka disait que qu'il aimait quoi, mais que
il n'était pas officiellement divorcé avec son épouse, et que peu importe lequel, ben, elle est toujours très amoureuse de lui en fait. Et que selon le reportage de Dark Side of the Ring, je crois que ça a déjà été montré, mais j'ai pas vu la version française, c'est que ben, on sait que Snuka, c'est quelqu'un qui consomme des stéroïdes. Voilà, il n'y a pas de secret, il consomme des stéroïdes, comme la plupart de ses collègues catcheurs. D'ailleurs, tous les catcheurs prenaient du crack, de la bœuf, du cocaïne, de l'héroïne, des stéroïdes, de toutes les vises de drogue que vous pouvez en citer. Et que, voilà, on sait que ce ne sont pas les plus, on va dire, les plus clean, parce qu'il y en a qui sont totalement bah, totalement surdopés, on va dire ça comme ça. J'ai pas d'autres termes, mais en tout cas, ils sont vraiment surdopés à bloc, notamment par le médecin légiste de la WWE, leur médecin traitant, et d'autres collègues avec qui ils ont dû, on va dire, avoir affaire avec de la cocaïne et des stéroïdes, comme de vrais dealers de drogue. Bref, tout ça n'a pas aucun secret, et aussi, un peu à l'image de Ultimate Warrior, Jimmy Snuka, c'est pas non plus un très gentil monsieur. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est pas non plus un très gentil monsieur. Au contraire, c'est une véritable ordure, comme le Warrior. Mais après, est-ce que au moins lui, il a de la sympathie aux côtés des gens? À vrai dire, je n'en ai, on va dire, pas la moindre idée s'il a de la sympathie ou non. Parce qu'on sait que le Warrior n'a aucune sympathie. C'est quand il est arrivé au bout de sa vie et que on ignorait qu'il allait disparaître, qu'il a commencé petit à petit à changer ou masquer son changement. Mais sinon, Snuka, j'ai aucune idée et aucune info si c'était une bonne personne ou une mauvaise personne. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il faisait des voyages avec la WWF, et que voilà, il faisait des combats à droite à gauche, dans les hôtels à droite à gauche, dans les villes qui vont à droite à gauche, parce qu'ils vont de État en État, un peu de pays en pays, et, et des coins en coins, si vous pouvez en dire plus. Et que je peux pas trop en dire beaucoup, beaucoup même, vu comment c'est très long, et que, voilà, soi-disant, j'ai entendu comme quoi, dans ce reportage, ou même dans les témoignages, comme quoi il aurait accidentellement donné un coup de poing à la jeune femme, ou alors un mauvais coup, et ben, c'était, on va dire, quasiment presque la fin pour la jeune femme. D'un mauvais coup, d'une mauvaise prise, enfin, c'est pas une prise, mais peut-être un coup par accident, et que le jour-là, ben, Snuka sait bien qu'il allait s'entraîner et qu'après il allait catcher, alors que cette jeune femme nommée Nancy. Ah, Nancy, Nancy, ben, ça me fait un peu penser à Nancy Benoît. Faut dire que le nom Nancy, ça porte pas bonheur, à vrai dire. Pour ceux qui commettent une fin tragique, et que ben, elle était quasiment au lit toute la journée, quoi, et que Snuka, ben, je crois qu'il ne la captait même pas. Il ne captait même pas qu'elle était tout le temps clouée au lit, ou alors elle se dit, oh, ça se trouve, le voyage l'a fatiguée, je vais le laisser dormir, quoi. Pendant moi, je m'entraîne et je fais mon travail. Et qu'après, en revenant, eh ben, ils se rendent compte qu'elle ne bouge plus, quasiment plus, et que il ne sent plus son pouls, et qu'elle est potentiellement morte, malheureusement. Et du coup, ben, il y a eu des enquêtes et certains accusent Snuka de l'avoir réellement tué, notamment la famille de Nancy, qui l'accuse le catcheur de l'avoir tué ben, de manière volontaire, et que lui, bien sûr, à ces accusations, il est, on va dire, jugé jusqu'au tribunal, mais McMahon a décidé de le défendre, mais ça je vous l'avais déjà dit, et que suite à ça, il a été totalement acquitté. Même après des décennies, il a toujours été acquitté, et que ben, Snuka ne passera, on va dire, jamais une vie en prison.
Bon après, s'ils l'ont pas mis en prison, c'est parce qu'ils avaient des projets pour lui. Mais après, quand le projet Snuka était totalement terminé, parce que qu'est-ce qu'a-t-il fait Jimmy Snuka pendant tout ce temps? Ben, à part le match en cage où il a fait sa fameuse Superfly Splash, le main event où il accompagnait Hulk Hogan et Mr. T contre Roddy Piper, Mr. Wonderful, Paul Orndorff et Bob Orton. Ouais, après ce mythique match qui a eu lieu dans le main event de WrestleMania 1, moi sinon, bah, le reste, on se rappelle pas toute sa carrière. Peut-être est-ce qu'il a déjà été champion par équipe, intercontinental, peut-être, je dis bien peut-être, mais après, lors du premier match de l'Undertaker, il perd le premier match face à l'Undertaker, et après ça, bah, c'était terminé pour lui à la WWE. Bon, après, il va du côté de la ECW, et pas la ECW façon extrême, c'est ECW façon normale, classique, qui s'appelait Eastern Championship Wrestling, avant d'être Extreme Championship Wrestling, et qu'il a été champion du monde poids lourd NWA de la ECW. Et après ça, peut-être qu'il a fait un passage à la WCW dans d'autres promotions, et après, retraite anticipée. C'est tout ce que je sais. Donc en gros, peut-être durant toute sa carrière, ben, Snuka, certes, il a fait le job, mais n'a avoir pas marqué les esprits du tout. Malheureusement, du tout, il n'a pas marqué les esprits. Et que du coup, ben, ça a été pour rien. Peut-être qu'il aurait dû passer à la casse-prison. Jusqu'à ce que ça arrive. Je crois que c'est en 2015 que, qu'il a dû encore passer dans les tribunaux. À propos de cette affaire qui date depuis plus de trentaine d'années. Ouais, parce qu'on va dire c'est un peu au niveau de la trentaine d'années, hein, et que la famille ne veut pas lâcher l'affaire, mais que Snuka va encore éviter la casse-prison, vu comment son avocat ou son avocate dit que il n'était pas apte à répondre aux questions et que c'est trop éprouvant pour lui. Donc voilà, ça, il a été acquitté comme ça, jusqu'à ce qu'en 2017, eh ben, Snuka ben, décède d'une mort naturelle, je crois. Après qu'il était très âgé, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être dans la soixantaine ou dans septantième d'année, mais ce qui est sûr, c'est que ben, il n'a pas, on va dire, tenu très très longtemps pendant de manière infinie, malheureusement. Mais bon, je pense que on n'aura pas de fin de mot à cette histoire si ce n'est que Snuka a commis un tel acte horrible. Et pourtant, ça n'a pas l'air de choquer la WWE vu comment la WWE a tout fait pour ben, cacher ça, masquer tout ça, pour éviter que ça fasse des soupçons que par rapport à Benoît, malheureusement. Parce que l'affaire, ils n'ont même pas voulu ressurgir. Et du coup, bien sûr, euh, on se dit si Benoît a commis un tel acte, eh ben Snuka aussi, ça peut être mis en cause. Eh ben non, ils ont préféré tout cacher et que maintenant, on sait maintenant ce qui s'est passé, vu comment des infos tournent et que maintenant on est au courant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a toujours moyen d'en débattre. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais annoncé numéro 41, je crois. Si je ne l'ai pas dit, ben tant pis, je le redis. Mais que maintenant, je passe au numéro 42, The Hardbody Harrison, le séquestreur de femmes. Oui, un catcheur jobber, certes avec un physique assez peut-être irréprochable ou un peu hors du commun, qui, euh, qui était catcheur dans les années 90 ou 90 si on préférait, pour les obégitismes et les suisotismes, et pour le françotisme, on va dire ça comme ça, pour 90. Eh ben, il a catché durant la WCW pendant toute la période où il était encore là, mais je ne crois pas qu'il tapait dans l'œil des officiels. Parce que pour moi, il m'a l'air plutôt d'un jobber, ce Hardbody Harrison, vu comment le gars n'a quasiment rien fait à part faire le job sur le ring. Je ne pense pas qu'il a été champion des États-Unis par équipe. Encore moins poids lourd, encore moins. Et encore, je pèse mes mots.
Donc en gros, le gars n'a absolument rien fait, n'a rien gagné du tout. Je crois qu'il catchait aussi dans d'autres circuits indépendants, mais n'ayant jamais avoir eu la chance à des différents titres. Enfin, je crois peut-être si quand même, mais sinon, voilà, son parcours à la WCW, c'est inexistant malheureusement. Et que je sais pas si ça vous dit quelque chose, parce qu'en tout cas, moi, ça me dit absolument rien. C'est quand j'ai vu un article dans Google de, je sais pas si c'est Wrestling What's Regret, je crois, celui qui lance le contexte de ça. En plus, c'est une chaîne YouTube, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et il y a quoi encore après? Après, Monsieur Hawking qui en a parlé. Et qu'on ne savait pas que c'était ben, un personne horrible. On savait même pas si c'était une personne horrible, ce Hardbody Harrison. Alors que, voilà, le mec est personne. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, pourquoi il fait l'affaire de scandale? Et aussi pourquoi la plupart de ce que j'en parle font l'affaire de scandale, c'est parce que ils ont fait soit un acte horrible, un truc qui peut aller au-delà des limites, comme de manière très grave, que ce soit tuer quelqu'un, séquestrer des gens, voler des gens, il y a quoi encore commis des délits en dehors du catch. Souvent, ça peut avoir des répercussions, tout ça. Et Arbody Harrison connaît l'exception. Car maintenant, ce gars-là est tout au point en train de pourrir en prison. Et que il est en train de purger sa peine, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il est en prison à l'heure actuelle et que personne va entendre parler de lui. Tout ça parce qu'il a séquestré des femmes dans sa grange, près de chez lui. Lui qui était soi-disant un professionnel, soi-disant quelqu'un qui peut donner la lumière sur des personnes auxquelles il recrute, alors que c'est plutôt pour se mettre en avant lui-même. Il y a quoi après de tout ça Ouais, il prétend de mieux connaître dans le business et que il sait comment ça fonctionne. Alors oui, tu peux être musclé, tu peux avoir peut-être des côtés athlétiques et un in-ring totalement incroyable, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir le côté star power. Donc je ne pense pas que Hardbody Harrison a ce côté-là. Certes, il a un physique impressionnant, mais je crois qu'au niveau in-ring, il était plutôt éclaté au sol, je crois. Ou alors, s'il se démerde pas mal, eh ben, ça va, ça peut encore aller. Mais au niveau du star power, je pense pas qu'il dégage du star power, hein, honnêtement. Je suis pas là pour vous mentir, mais en tout cas, il s'est bien fait connaître pour les séquestrations, vu comment, selon son objectif et selon les témoignages des victimes auxquelles il aurait séquestré, dès qu'il voit une fille seule dans la rue, euh, quel âge, à vrai dire, j'en ai aucune idée, peut-être la vingtaine, ceux qui ont sûrement la vingtaine ou la trentaine, et que il les croise dans la rue quand elles sont seules et qu'elles commencent à parler de catch en disant est-ce que ça t'intéresse car moi en tout cas je peux te faire une star voilà en fait il promet beaux et merveilles en fait et ça c'est très dangereux et il faut jamais se laisser embarquer dans ce tel de tel piège quoi parce que un coup qu'on y rentre c'est là où le piège se referme contre vous. Et du coup, il avait réussi à convaincre ses victimes et que en disant ouais, on va t'entraîner, tu vas, on va dire vivre chez nous vu comment c'est comme un camp. Chez moi, c'est comme un camp et que tu peux te lever, t'entraîner comme tu veux. Et pourtant, la plupart de ceux qui se font entre guillemets kidnapper et séquestrer ne savent pas que en vérité ils se font un peu c'est pas un peu de l'abus sexuel, enfin si, il y a de l'abus sexuel, mais aussi elles se font prostituer par cet homme. Et je crois qu'il avait monté une affaire de malfaiteur, je pense. Vu comment la nuit, il ordonnait à ces genres de valets, comme si c'était des chiennes, de
de venir vers des telles personnes pour coucher avec. Encore une affaire de cul qui tourne au drame ou encore que ça tourne ben, en mode boudin. C'est. J'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots, si ce n'est que c'est absolument terrible d'entendre ça et que même si ça date il y a quelques années, je crois, à vrai dire, peut-être que ça date dans les années 2000, peut-être dans les années 90, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affaire me met un tout petit peu mal, et pourtant, c'est pas affaire de meurtre, je vous le garantis, c'est pas affaire de meurtre, mais c'est un peu tout le temps comme ça quand je vois le genre de couille arriver, parce que c'est un genre de truc auquel, quand on s'y attend pas et quand il y a une couille dans le potager, eh ben, ça devient assez explicite. Donc il séquestrait des femmes, il les faisait prostituer, il leur criait dessus comme si c'était rien pour lui comme si c'était des simples objets, et que quiconque essaie de s'échapper se font, on va dire, matraquer par le prof, parce que ça peut arriver, hein, se faire battre à mort, se faire taper pour recevoir une leçon, quoi. Donc les conditions de vie, je suis sûr qu'elles étaient terribles. Est-ce qu'ils étaient nourris? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils étaient nourris. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de nombreuses victimes qui surveillaient les autres victimes pour éviter qu'ils s'échappent, pour éviter d'avoir affaire à la fureur de Harrison. Et du coup, ben, on pouvait pas s'en sortir. On pouvait même pas. Enfin, on était en prison. Ils étaient en prison du côté des femmes. Et c'est un bon jour. Alors qu'il y avait ben, lui et la moitié des femmes qui l'accompagnaient dans un magasin, je sais pas quoi. Peut-être de sex shop ou quelque chose comme ça, je crois. Et ben il y a une femme qui avait interpellé la police comme quoi il fallait arrêter Hardbody Harrison. Harrison nie les faits qu'il a kidnappé aucune de ses femmes, qui sont, on va dire, des amis à lui. Donc il a voulu négocier, il a voulu mentir. Mais ça n'a pas passé justement sous le nez de la justice, car par derrière, eh ben, il s'est fait, on va dire, un peu avoir par cette victime et a été envoyé en prison. Et qu'à l'heure actuelle, il purge sa peine. Après, je peux vous dire, je ne connais rien au procès du jugement de la part des juges qui ont, on va dire, classifié ben, son dossier. Mais en tout cas, il est peut-être pas prêt de sortir, hein. Je peux vous garantir peut-être qu'il est pas prêt de sortir. Après, est-ce qu'il sortira l'année prochaine? Peut-être si je me trompe. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est un des gars avec qui il faut jamais le laisser en liberté, parce qu'il est capable de reprendre ses vieilles activités de malfaiteur, kidnapper des jeunes femmes, les intégrer au catch même si il ne fait rien pour les apprendre correct, et que voilà, faut éviter des autres victimes. Faut vraiment éviter des victimes auxquelles ils se font avoir, car en tout cas, je ne vous le conseille absolument pas. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps à toutes les filles, à ceux qui traînent tard, ne traînez jamais tard dans la rue. Rentrez chez vous un coup que vous avez passé des bonnes fêtes avec vos amis, vos petits copains, vos connaissances. Voilà. Pour ça, évitez d'être seul le soir. Restez toujours accompagné par votre grande sœur, vos grands frères, vos parents, du fait que vous avez des proches à qui vous connaissez bien, quoi. Vous voyez ce que je voulais en venir, hein, bien sûr. Mais voilà, faut éviter de tels trucs qui peut potentiellement arriver. Et que moi, du cas de Hardbody Harrison, je crois que j'en ai totalement fini de parler de ce mec. Voilà, quoi. Et maintenant, ben, encore une affaire qui me met mal. Et là, ça va un peu parler de pédo, mais de la pédo consanguine. Et je peux vous garantir, ça me met un petit peu mal, rien qu'à d'en parler. Numéro 43, Bugs Murph, le catcheur jobber le plus dégueulasse. Ou alors le catcheur jobber nommé Bugs Murph, un des êtres humains les plus dégueulasses au monde. Alors, qui est Bugs Murph? Ben, Hawking en a justement parlé, peut-être des articles aussi.
spécialisé en catch, mais sauf que il faut trouver de nombreuses sources et que moi je n'ai pas tous les détails possibles, si ce n'est que c'était un jobber, parce que oui c'est un jobber, qui catchait dans les années... Je sais pas s'il catchait dans les années 70 ou 80. Enfin, 70, 80, 90, parce que il a un look assez... peut-être un petit peu funky funky, mais que il fait tout le temps son entrée avec le poste avec des piles. En plus, ce sont des vieilles postes à l'ancienne. On pouvait promener dans la rue, on mettait des piles et on mettait de la musique à fond dans la rue, dans les maisons, dans ce que vous voulez. Et ben maintenant, maintenant c'est fini tout ça. Maintenant c'est les baffes Bluetooth avec lesquelles on peut écouter de la musique. Mais en revanche, ce qui est un peu chiant, c'est qu'à chaque fois ça déconne un petit peu et qu'il faut tout le temps charger. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vu comment avec le BAF, il va très bien, mais que je le charge tout le temps. Mais que je l'utilise pas non plus toute la journée hein, pour éviter de réveiller mes voisins. Mais bon, il catchait avec sa propre gimmick, qui allait un petit peu bien à lui. Et ce que j'ai peut-être entendu dire de Monsieur Hawking, c'est que, à ce qui paraît, lorsqu'il était jobber dans les années 90, lorsqu'il catcha la WWF, peut-être un peu du côté de la WCW, ECW, et dans d'autres fédérations auxquelles il voulait faire ses marques pour être recruté, eh ben j'avais entendu dire comme quoi il avait travaillé avec Triple H. Oui, avec Triple H. Quand il se faisait appeler Hunter Hearst Helmsley. Je crois que c'était... Non, je crois que je fais l'erreur. Peut-être que je crois que c'était dans les fameux débuts de Hunter Hearst Helmsley lors de lors d'un épisode de Raw, on va dire les premiers débuts de Triple H à la WWE, après que ce dernier ait quitté la WCW alors que lui catchait sous le nom de Jean-Paul Levresque. Mais voilà, une autre histoire de gimmick. Eh ben, il catchait pour faire ses débuts et que il le bat ce catcheur jobber et qu'après ça, ben, je pense qu'il va catcher un peu partout jusqu'à ce qu'il va prendre sa retraite, ce Bugsy Murph. Bon après, j'espère que je dis pas de bêtises, hein. Si jamais je fais des bêtises, vous pouvez toujours me corriger, hein. Mais attention, des bêtises auxquelles je dois moi-même me corriger, si je dois chercher, un peu creuser l'erreur que j'ai fait, ou encore si vous voulez creuser à ma place, n'hésitez pas à répondre, parce qu'à chaque fois, je vous dis tout le temps, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire de ce que vous pensez de toute cette histoire, parce que oui, on s'attaque à des affaires choquantes, auxquelles normalement je suis pas tout le temps censé dire par rapport aux mots que je dois pas trop aborder. C'est pour ça que je modifie mes propres mots pour éviter d'aller dans l'extrême de YouTube et que je veux pas que YouTube me strike. Voilà. Ouais, parce que quand on va être choqué, c'est sûr, on est choqué. Terriblement. Donc pour ça, je préfère que vous soyez attentifs. Parce que c'est vrai que c'est pas facile avec moi, je mâche pas tout le temps mes mots, mais que j'essaye de, de m'y rattraper, même si c'est pas évident. En même temps, quand je passe des heures à parler, peut-être que vous n'aimez pas rester pendant une heure à parler, mais bon, je dois le faire parce que c'est un peu mon but. Donc voilà quoi, au moins vous êtes avertis et que à chaque fois j'attends vos commentaires. Et ben pour la première vidéo qui a fait presque, je crois qu'il fait presque 40, enfin 400 vues, c'est celui de la première liste des scandales. Eh ben, selon un certain VVE Réseau Souvenir dit que est-ce que le catcheur est antisportif? Est-ce qu'un catcheur est antisportif? Honnêtement, moi je vous dis honnêtement non. Parce que déjà, un catcheur c'est sportif. Et si t'es pas sportif, eh ben le catcheur ne doit pas censé être sportif. Parce que c'est pas comme si t'es pas sportif et que tu fais du catch. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Parce que pour être catcheur, il faut être sportif. Parce que si vous faites du catch et vous pratiquez pas du sport, de l'exercice, ben vous êtes foutu en fait. Les coachs vous diront t'es nul, tu, tu dois t'entraîner parce qu'un catcheur non seulement c'est sportif, tu dois t'entraîner. Donc voilà ce que je vous dis. Ça c'était pendant, je sais pas si c'était pendant la période des blessures
ou les gestions des catcheurs. Mais en tout cas, ce qui a dit VVE Réseau Souvenir, comme d'habitude, ce qu'il dit n'a aucun sens. Donc je préfère même pas écouter ses propres bêtises, même si j'ai répondu à sa question. C'est un peu l'inverse, mais bon, je préfère un peu de répondre pour éviter qu'on me dit ah, tu réponds pas à ma question. Voilà, rabat-joie. Donc concernant cette personne, eh ben, après avoir quitté le catch, eh ben, il disparaît pendant des années, jusqu'à ce qu'on entend une affaire comme quoi ben, ce catcheur Bugsy Muff aurait, on va dire, je sais pas s'il aurait demandé bah, l'une de ses ex-femmes, peut-être, parce que je crois qu'il était marié, ou alors peut-être il n'était pas marié, que peut-être qu'il avait des femmes de différentes villes auxquelles il voyageait et il s'amusait. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il avait une fille. Il avait une fille, et je ne pense pas, je sais pas si c'est une fille illégitime ou une fille notamment légitime, parce que cette fille, elle apprend que ce gars est son père et que lui décide que elle vive avec. Et ce qui va vous étonner, ben, c'est un peu dégueulasse pour moi, en tout cas c'est très dégueulasse, c'est qu'il va commencer, attendez, accroché, à faire de l'inceste avec sa propre fille. Dur, dur. Mais vous avez compris, hein. Faire de l'inceste avec sa propre fille. Ça, je vous l'avais déjà dit, que je n'aimais pas entendre ces affaires de pédos. Je n'aime pas. Je n'aime pas, même si c'est consanguin. Je n'aime pas faire ça. Ah, c'est comme si j'avais ma propre fille, je ferais ça avec. Mon Dieu, dans quel monde on vit? On vit dans la quatrième ou cinquième dimension? Nom de Dieu. Enfin, excusez-moi pour Dieu, mais... Ah, enfin, désolé pour Jésus, pour Dieu, mais... Oh là là, mais... Oh, mais quel... Mais quel fils de... quoi. Oh là là. De dire de faire de l'inceste avec sa propre fille et que il faisait des trucs chelous avec et qu'à chaque fois ben, la fille décidait de partir parce que son père était un gros saligo, parce qu'on va dire, oui, je parle un peu comme les anciens, des gros saligots, et que ça va durer pendant 10 ans, dizaine d'années, jusqu'à ce qu'arrive en 2013. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte 10 ans après cette affaire? Non mais oh, ça va où là? Ça va vraiment où? Attention. Bon après il a été arrêté. Je sais même pas si il est sorti. Mais ce qui est sûr c'est que lui aussi ne mérite même pas d'être en liberté pour de faire ça à son sang de son propre sang et que je veux pas donner des idées, mais s'il y a des malades mentaux, je veux pas vous adresser à vous, vu comment vous êtes totalement dégueu. Mais ne faites pas ça, vos enfants. Je n'aime pas, en plus d'entendre ça. C'est comme je vous l'ai dit, c'est comme si j'avais ma propre fille et je faisais ça avec. Et heureusement, je ne suis pas encore père. Parce que si j'avais été père et que je faisais ça et qu'on me dit que c'est grave, ben, je suis un gros enculé. Je mérite de faire agresser par des anti-pédos, par des anti-pointeurs. Parce que oui, le gars est un pointeur aussi, comme Rob Festin. Mais sauf que Rob Festin, heureusement, c'est pas le sang de son propre sang. D'ailleurs, je sais même pas s'il est père. Mais même s'il a fait une erreur, une très très grosse erreur, mais lui, bizarrement, il a pas été condamné en prison, alors que beaucoup le voulaient voir en prison, ou qui sait même voir mort. Mais Bugsy Murph, bah alors je veux pas souhaiter de la mort à Bugsy Murph, mais tu ne fais pas ça à tes propres gosses. Tu ne fais pas ça, bordel de merde. Et ce gars, je peux vous le dire, il me dégoûte, hein, franchement, il me dégoûte. Parce que je sais il a forcément un moyen de trouver ses photos. On va plus voir des photos de lui étant vieux,
ou des photos de lui de l'époque. Moi, je mettrais une photo de lui de l'époque que maintenant, parce que maintenant, je pense qu'il est tout vieux et tout ridé et tout crasseux, si j'aimerais bien appeler ça comme ça. Oh là 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 là, mais de commettre de l'inceste envers son propre enfant, mais c'est dégueulasse. Voilà pourquoi je me plains de ça. Et ça, je l'avais déjà dit avec l'affaire McMahon, même si j'espère que McMahon ne l'a jamais réellement fait dans la vraie vie. Parce que il faut, il faut être dingue, et il faut avoir le déni, et il faut être paranoïaque pour faire ça. Il faut vraiment être paranoïaque. Donc pour ça, les gens comme ça méritent ben, la peine de prison pour éviter que aucune des personnes se font avoir, que ce soit des femmes qu'on qu'on les, on va dire, qu'on couche sans consentement, des enfants auxquels ils n'ont rien demandé, mais que ces gens-là, ce sont des prédateurs. Mon Dieu, c'est dégueulasse. Et je comprends pourquoi il y a eu l'affaire Marc Dutroux en Belgique, hein. Parce que je sais qu'il y a eu l'affaire des différents euh, prédateurs pédosexo... enfin, vous avez compris, hein, à travers le monde. Peut-être en Suisse, en France, il y a eu ça. Mais chez nous, c'est plus l'affaire Marc Dutroux, hein. Même si vous connaissez pas Marc Dutroux, c'est un... Ben, pas un criminel, mais... Enfin, on peut dire que c'est un peu un criminel, mais c'est un gros pédo qui a euh, enlevé deux jeunes filles nommées Julie et Mélissa, qui les aurait fait des trucs horribles avant de les avoir... voilà, vous avez compris, je vais pas aller plus loin. Et que ben, les flics de la police en Belgique de Charleroi, je crois, n'avaient rien fait du tout, à part que voilà, ils ont pris des décisions de le condamner à trentaine d'années de prison, ou plus, qui sait, voire plus. Mais ce gars ne doit pas voir la liberté du jour, parce que peu importe son âge avancé, c'est un prédateur réputé maintenant. Parce que ce type est trop malsain pour être en liberté. Et d'ailleurs, tous ses complices ne méritent même pas de mettre un pied à l'extérieur. Au contraire, j'espère pas du tout. Parce que ces gens-là sont horribles. Donc, voilà, je passe d'un autre contexte, je passe du contexte de catch à un contexte qui s'est réellement passé dans la vraie vie, dans mon pays, dans ma ville notamment. Mais voilà, c'est moi, ça me met mal, hein. C'est pour ça que tous les parents de l'époque, et que moi, quand j'étais gosse, nous avertissaient de ne pas jouer dans la rue seul, parce qu'on sait jamais, un malade pourrait nous enlever. Par exemple, par exemple, si jamais votre enfant est seul avec un individu, et qu'il vous demande, enfin, il vous demande, tu veux un bonbon, tu veux un biscuit, tu veux une boisson, tu veux quoi en fait? Et si jamais on dit oui, vous ne saurez même pas, parce que c'est plus adressé aux enfants, vous ne saurez même pas que dans les produits qui vous donnent, des biscuits, des bonbons, eh ben, il y a un produit, du chloroforme pour vous endormir et de vous enlever, et qui sait faire des trucs, des dingueries pareilles. Vraiment, c'est des dingueries auxquelles j'avais entendu parler dans les affaires criminelles. Mais moi, ça me met mal, hein. Je peux vous le dire, ça me met mal. Je, J'arrive pas à me contenir avec tout ce truc, tellement que je suis passé d'un gros dégueulasse pareil, que ce soit du trou que je vous ai parlé et de Bugsy Murph. Bref, de toute façon, ce sont des gens, c'est vrai que les gens ne sont pas parfaits. Mais de faire ça, mais mon Dieu, mais allez vous faire pendre! Allez vous faire pendre! Putain, on veut pas des pointeurs chez nous. Les pointeurs se font maintenant tirer une balle dans la tête, tuer à coup de schlass, à coup de couteau, faire pendre sur la place publique, électrocuter dans un flaque d'eau, bref. Non, on veut pas des mecs comme ça. Et je comprends pourquoi certains n'aiment pas les pointeurs. Parce que les pointeurs maintenant se font harceler, attaquer, et j'en passe des trucs. J'en passe des trucs. Je crois que j'en ai fini avec ce type, parce que putain, il m'a mis mal. Il m'a vraiment mis mal, ce connard.
Et que maintenant, ben, je passe au numéro 44. Et celui-là aussi, il est un tout petit peu violent, je peux vous l'avertir, il est un tout petit peu violent. Et j'espère que vous serez, on va dire, choqué ou pas trop choqué. De toute façon, c'est un peu le but de la vidéo, d'essayer de vous choquer ou pas du tout, si ça vous surprend pas. Mais la violence animale sur le dojo de la Dragon Gate, ou dans le dojo si vous préférez. Ouais, on va dire la violence animale dans le dojo de la Dragon Gate Japan Pro Wrestling. Donc l'affaire du singe Cora. Alors je peux pas vous le mentir, cette affaire-là, j'ai failli faire une vidéo francophone parce que en fait, si vous savez pas, si vous savez, cette affaire-là, je crois avoir vu une photo de cette affaire, mais sur YouTube. Sauf que j'ai jamais cliqué sur le lien de YouTube parce que j'avais vu une image de Shingo Takagi en train de remporter le championnat du monde IWGP, nouvelle version bien sûr. Je sais pas si c'était contre Will Ospreay ou contre Kazushika Okada, bref, je ne sais pas lequel, mais, euh, mais en tout cas, il y avait sa photo à lui et une photo d'un singe étranglé. Ça me met mal. Ça me met mal. Ça me met mal, ça me met mal, ça me met mal. Donc en gros, ben, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est un fake. C'est un fake. Je ne crois pas un seul instant. Eh ben, j'aurais dû cliquer sur la vidéo pour apprendre la vérité, mais sauf que je me suis dit, non, c'est un fake. Et je crois l'avoir déjà dit dans l'une de mes vidéos quand j'ai acheté des DVD de Dragon Gate, USA bien sûr, Dragon Gate des États-Unis d'Amérique et du côté Angleterre. Et ça, c'est un certain Fabrice, parce que je vais l'appeler Fabrice, parce que je connais le pseudo de son Vinted, mais j'en ai parlé avec lui, mais je n'ai pas, on va dire, tout dit d'un coup, parce que même si vous adorez peut-être son contenu sur Vinted, bon après il faut que je m'en rappelle du chiffre, parce que si je ne m'en rappelle pas, je ne suis pas sorti de l'auberge. Mais en tout cas, je le remercie pour les DVD de la VXV, de la Dragon Gate, de la PWG, de la ROH. Bref, je suis reconnaissant envers toi, l'ami. Voilà, je suis très très reconnaissant. Mais que, voilà. Moi, je me suis dit c'était un fake jusqu'à ce que la vidéo de Monsieur Hawking, auquel lui, il a très bien résumé, et que il explique ça, je me suis dit, violence animale, sérieux? Et aussi, je suis tombé sur des forums, hein, dans des forums crédibles, parce que s'il y a il y a des, on va dire, des articles peu fiables, évitez les articles peu fiables, concentrez-vous sur les articles qui sont à l'amiable et fiables. En fait, tout commence avec Shima, en fait, parce que j'ai vu sur le Wikipédia en anglais de Shima, par rapport de sa vie privée, voilà, je ne vais pas tout dire de sa vie privée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait été affaire d'un scandale à propos de cet animal que je vais vous parler, nommé le singe Cora, et et que justement, je ne vais pas non plus vous montrer les photos parce que même moi j'ai du mal à voir ces photos. Donc je peux vous le dire, j'ai du mal à voir les photos. Je peux pas vous montrer les photos parce que c'est terriblement horrible pour moi. Moi qui adore les animaux, parce que j'adore les animaux sans faire du mal. Et c'est pour ça que je vous ai mis des photos avec Shingo, un singe avec le logo Dragon Gate. Au début, bien sûr, hein. Mais voilà, vous avez compris. Eh ben, tout a commencé avec Shima, comme quoi il avait acheté le singe dans un zoo. Et que après ça, ben, il décide de l'amener dans le dojo de la Dragon Gate. Et que lui, qui faisait des combats à l'étranger, décide de l'abandonner le singe au profit des autres catcheurs qui vont apparemment bien s'occuper de lui. Et quand je dis bien s'occuper de lui, c'est pas simplement, oui, on va le nourrir, on va l'éduquer comme si c'était notre singe de compagnie, on va faire de lui une mascotte de l'entreprise, on va, voilà, on va bien l'éduquer, t'inquiète pas frérot, tu peux partir bosser ailleurs les yeux fermés. Je crois qu'il faisait des essais avec la WWE. Parce que j'étais tombé sur
cet article comme quoi il faisait des essais avec la WWE, mais n'ayant pas été recruté. Donc il faisait des essais et que Shima a eu la mauvaise idée de les faire confiance. Et voilà comment ça va partir en couille. Donc je tenais à vous le dire ça. Donc tout a commencé suite à une personne, je sais pas si c'est un des membres du staff de la Dragon Gate qui a balancé cette rumeur ou balancé les vérités sur le vlog d'un certain Yohei. D'ailleurs, sa photo, je vais vous le mettre. Yohei, c'est un vrai sadique. Rien qu'à voir sa gueule, c'est un vrai sadique. Eh ben, il aurait mis dans son vlog euh, des trucs qu'il faisait aux singes. Donc, en gros, là, j'ai eu du mal, hein. J'ai vraiment eu du mal à, on va dire, à prendre la défense des gens, parce que d'ailleurs, je ne vais pas prendre je vais pas prendre la personne en défense, et encore moins les gens en défense, parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Enfin, c'est pas aussi horrible qu'un meurtre, mais ils ont torturé un animal. Ils l'ont, attention, brûlé le visage du singe avec du charbon de bois. Peut-être qu'il a été battu, je dis bien peut-être qu'il a été battu, laver dans de l'eau bouillante, mais dans de l'eau bien chauffante, euh, mais mettre une chaîne autour du cou du singe pour le traîner violemment, étrangler, parce que il y a une photo qui tourne comme quoi ben, le singe se fait étrangler et que sous la photo on voit des gros bras et certains pensent que c'est Shingo Takagi qui l'a étranglé. Donc Shingo, le catcheur de la New Japan Pro Wrestling, ancien champion du monde poids lourd de la IWGP, qui l'aurait étranglé, mais qu'on voit pas sa gueule dans l'écran, enfin sur la photo. Euh, Lui mettre des pétards dans le dos pour le faire peur. Le souffler, enfin, vous mettez votre bouche sur la bouche du singe, vous soufflez dedans et ça pourrait le faire évanouir. Il était rarement nourri et on le faisait alcooliser avec du saké. Oui, que ça. Et après, on le mettait dans une boîte et on le faisait peur avec, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas quand j'ai entendu ça, c'était pas très clair, mais c'était du déodorant. Donc ils ont fait ça pour faire peur aux singes. Et d'ailleurs, je sais même pas si ça fait un an ou moins qu'un an, mais ce qui est sûr, c'est que les catcheurs en ont abusé, les catcheurs de la Dragon Gate. Et certaines rumeurs pensent que Akira Tozawa faisait partie ben, du gang de malfaiteurs qui ont fait ça. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, hein. Mais si jamais la rumeur s'avérait être vraie, l'affaire peut éclater au grand jour. Et pour la WWE, je suis sûr qu'ils vont pas le prendre ça. Ils vont peut-être prendre ça en mal, mais ils vont se dire euh, en fait, on veut pas de maltraiteurs d'animaux. Ils vont peut-être se dire, parce que je peux vous garantir, même les catcheurs japonais n'ont même pas été pris pour la WWE à cause de cette affaire. D'ailleurs, heureusement, parce que qu'on commet de tels actes horribles, c'est bien logique. On ne peut pas vous accepter dans une industrie aussi tolérance zéro à propos des trucs qui sont illégales. D'ailleurs, heureusement. Bref, ils ont fait des dingueries à ce pauvre singe et heureusement, ils n'ont pas été allés très loin. Heureusement. Quand je veux dire aller très loin, vous allez peut-être comprendre à la fin de ce sujet. Eh ben, je sais même pas si le promoteur, je n'en ai aucune idée de comment il s'appelle, mais bon, on s'en bat les couilles. Je sais même pas s'il est couvré leurs arrières ou alors tout simplement il est stupide et qu'il aurait dû réagir avant qu'il y aurait un potentiel meurtre par rapport à un animal. Mais ça a été montré sous le vlog de Yohei et aussi il y avait une photo d'un mec japonais qui était en train d'étrangler le singe. En plus, on voit bien sa gueule, hein, on voit bien sa gueule, et que l'autre, on voit pas sa gueule, donc je parle bien de Shingo Takagi. Et on voyait que le singe était rouge au niveau de la figure. Et c'est même pas du sang, c'est même pas du sang, c'est ben, comme quoi il a été brûlé, quoi, le pauvre. Donc la pauvre bête, elle a dû souffrir à cause
à cause des vices de ces connards, parce que oui, ce sont de gros connards, et que oui, je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est une singe femelle. Donc oui, Cora, c'est une singe femelle. Et que moi, ça me met mal, hein, je peux vous le garantir, ça me met mal. Eh ben, quand ils ont fait une enquête, eh ben, ils ont dû prendre une procédure. Yohei a dû être, tout de suite été viré par rapport à ce qu'il a reconnu avoir fait du mal aux singes. Et d'ailleurs, j'espère que ce mec n'est pas en train de catcher, parce que des mecs comme ça méritent d'être blacklistés dans d'autres compagnies, je l'espère. Euh, selon dans un extrait d'une partie du livre des Young Bucks, The Killing the Business, parce que j'avais vu ça passer, Matt Jackson, lorsqu'il catchait au Japon, notamment à la Dragon Gate Japan Pro Wrestling, il s'entraînait avec ces gars-là, et aussi avec son frère. Et qu'il avait remarqué quelque chose de louche avec le singe, c'est que il commençait, à ce qui paraît, le singe commençait à jeter des pierres partout, et que par extrait de colère, il aurait fait des backflips, des roulades, par extrait de colère, et que si seulement ça pouvait le venir à un instinct dans sa tête qui pouvait dire en fait, l'animal il est battu, il faut faire quelque chose là, il faut vite agir. Si seulement ils pouvaient tous les deux s'en poser des questions, parce qu'ils étaient deux au Japon, si seulement ils pouvaient se douter de tout ça et de sauver l'animal. Mais il a préféré pas le faire, peut-être parce qu'il a pas voulu se mêler des affaires des autres. Ah bah après, ce qu'il raconte est vrai. Normalement, je pense que oui, vu comment il catchait à la Dragon Gate plus à la PWG, vu comment ces gars-là catchent partout ailleurs. Mais peut-être qu'il aurait dû sauver l'animal. Il aurait peut-être pu le sauver. Mais pour l'instant, on n'en le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous été contrôlés, ils ont tous été interrogés. La plupart ont dû rapidement être virés d'office. D'autres qui ont été suspendus pour avoir fait de tels actes horribles. Et qu'on les a fait une réduction de salaire. Donc on les a pris la moitié de leur salaire. Et surtout, il y en a qui ont dû se faire raser la tête. Donc Shingo s'est fait raser la tête. À ce qui paraît, Akira Tozawa s'est fait raser la tête. Euh, Shima aussi a dû se faire raser la tête. Et après, d'autres catcheurs que je connais pas leur nom, mais en tout cas, ils ont dû se faire raser la tête par signe de pardon. Parce que il faut savoir que dans ce pays, euh, c'est un peu un pays un peu strict, que ce soit au niveau de la drogue, au niveau de commettre des meurtres, que ce soit enfant ou personne normale. Euh, en animal, je ne sais pas s'ils protègent les animaux, à part ceux qui méritent d'être d'être sur notre nourriture, comme les poissons, et pas les chiens, parce que eux ne mangent pas les chiens, je l'espère pas. Mais je suis sûr qu'ils ont un respect mutuel pour la nature, un respect mutuel envers l'être humain. Mais ce qui est sûr, c'est que Shima a eu des répercussions, les catcheurs ont eu des répercussions, et que tous leurs salaires ont été un petit peu pris. Je crois que c'était pendant des mois, hein, des mois et des mois, et que l'argent revenait aux assistances de la maltraitance animale au Japon. Donc les revenus venaient à cette institution, quoi, et que le singe pouvait être placé soit dans un zoo ou dans une autre famille d'accueil auquel il peut s'occuper de elle. Donc elle commence à guérir de ses blessures, elle va dans une autre famille auquel elle est mieux traitée cette fois-ci, et que, à ce qui paraît, elle est toujours en vie, le singe. D'ailleurs, heureusement, et j'espère, parce que là, je crois que j'en ai terminé sur ce sujet, mais heureusement que maintenant, elle vit mieux, et j'espère que les catcheurs n'ont pas été jusqu'au-delà de le tuer. Parce que faire des saloperies pareilles sur un animal, comme pour les enfants, comme pour les autres humains qui ont été maltraités, ben, je, je serais, je serais écœuré, j'aurais honte de ces personnes-là. Si j'avais été catcheur, je refuserais de catcher chez eux à cause de cette négligence et de cette mauvaise gestion d'un animal. Parce que
Moi, je leur dirais non, je vais pas catcher devant des mecs qui ont fait du mal à un pauvre animal. Qui sait, ils sont pas leurs premiers tentatifs. Parce que si ça se trouve, ils ont fait d'autres victimes potentielles, hein, qui sait, hein. Bref, et depuis ce jour-là, eh ben, ils ont plus pris d'animaux, de domestiques, dans leur compagnie de catch pour les faire en tant que mascotte. Et je peux vous le garantir, c'est la première fois que j'entends une affaire d'un animal pareil. Je croyais que c'était une coïncidence, finalement, je me suis dit peut-être que j'ai eu tort. Mais en tout cas, merci le youtubeur américain qui a détaillé cette affaire-là. Et d'ailleurs, il a été chercher les photos assez explicites, hein, parce que moi qui n'ose pas prendre des photos, parce que oui, je suis un peu comme ça, parce que je suis ultra sensible, si vous me demandez les photos des cadavres morts, je vais pas le faire, je vais pas le mettre sur ma chaîne, j'ai pas envie que YouTube me fasse poser problème, mais envers un animal qui était certes encore conscient, mais battu et torturé à mort, non, moi, j'ai un peu mal, moi. En voyant ça, j'ai un peu mal. Parce que moi, quand je regarde. Moi, je vous ai peut-être dit dans le bilan de l'année 2023, quand je regarde le singe, je me dis, ça aurait pu être mon chien. Ça aurait pu être votre chat, ça aurait pu être votre rat domestique, votre hamster, votre perroquet, votre perruche, votre canari, votre cochon d'Inde, votre animal, quoi. Mettez-vous un peu à la place des autres. Et, et mettez-vous un peu à la place des animaux auxquels ils ont dû subir à cause des humains qui sont bêtes et méchants. Et des gens, des sales trous du cul. Des vrais sales trous du cul. Et d'ailleurs, si cette affaire reprend encore surface 14 ans après, peut-être même voire 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19, 20 ans, qui sait la vingtaine d'années, qui sait. Mais bon, ça aurait pu faire surface, ça aurait pu avoir des conséquences. Et il y en a qui auraient perdu leur emploi à cause de ça. Mais bon, voilà le fan mode d'histoire, et heureusement que ce singe vit mieux aujourd'hui. Voilà. Sujet numéro 45. Il est où, il est où? Ah, voilà. La mort d'Eddie Guerrero a été exploitée par la WWE. Encore une affaire sombre à propos d'Eddie. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu d'autre choix de le mettre ou peut-être aborder un autre sujet. Parce qu'après, la liste est tellement longue, que je peux pas non plus trop en dire. C'est pour ça que j'en ai sélectionné 50. Donc, la mort d'Eddie, ben, vu comment vous savez peut-être que Eddie a de nombreux problèmes avec l'alcool et la drogue, et que ça lui a suivi durant toute sa carrière, auquel il a catché pendant des années, que ce soit au Mexique, au Japon, à la ECW, la WCW et la WWF, WWE. Donc, vous savez qu'à propos de son passage avec l'alcool et la drogue n'a pas été glorieuse, mais qu'il a eu au moins une carrière très glorieuse, vu comment il a été une véritable star au sein de cette entreprise, et auquel maintenant il est considéré comme tous une légende, qui est, qui est très mort très jeune en plus, à 38 ans. Bon, après, maintenant, le jeune Hall of Famer, maintenant, ce sont les jeunes de la Warrior Awards, hein. Ce qui est un peu, on va dire, un peu osef, mais est-ce qu'ils ont leur place? Oui et non, je ne sais pas, quoi. Tout ça, c'est question de politique, hein. Mais bon, de toute façon, vous savez qu'il n'était pas tellement bien, qu'il avait de nombreux problèmes avec ça, et que aussi, par rapport de sa vie personnelle, eh ben, il avait des problèmes conjugaux avec sa femme, Vicky. Sa vraie femme, hein, bien sûr, hein. Parce qu'il y en a qui vont chercher un doute alors qu'il y en a qui ne savent même pas que... Voilà, quoi. Vous avez compris. Il y en a qui sous-entendent. Eh bien, il avait des problèmes jusqu'à ce que, lorsqu'il commence à remonter la pente et un peu se calmer au niveau de l'alcool, enfin, peut-être qu'il prenait un tout petit peu d'alcool, mais au niveau de drogue, peut-être qu'il se calmait un petit peu, et qu'il a commencé un tout petit peu à prendre espoir, jusqu'à ce qu'il remporte le titre de la WWF incontesté, et qu'il s'est relié ses vœux avec Vicky, et que ses fils sont contents après lui. Donc l'année 2004 était l'une de ses meilleures années, comme l'année 2005 aura l'une de ses meilleures années, malgré sa fin triste. Et qu'après,
Entre-temps, il va tourner heel sur Rey Mysterio avec l'affaire de Dominique Mysterio, le tout jeune Dominique, auquel on se rappelle de lui, parce que oui, impossible de ne pas s'en rappeler de lui, alors qu'il était tout simplement jeune, et qu'il était déjà sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge, à l'âge de 12 ans, et que après, après des échecs contre Rey Mysterio, il va enfin réussir à le battre dans un match en cage, et qu'on ne savait pas, c'est que dans la vraie vie, il avait une face sombre. Il était pas joyeux, il était on va dire, quasiment dans une profonde dépression, dans une profonde tristesse, comme s'il venait de perdre quelqu'un de sa famille en fait. Alors qu'il a Chavo, il a Chris Benoit, il a Rey Mysterio, il a tous ses amis quoi. Eh ben, euh, eh ben, il était troublé par un truc quoi, vraiment un truc. Alors que quand on le voit catcher sur le ring, euh, il nous rapporte un peu de rayons de soleil, on va dire ça, parce que Eddie Guerrero, c'est la chaleur latine, c'est le rayon de soleil auquel bon, on est ébloui par ce catcheur, mais dans la vraie vie, il était très très sombre, hein. À ce qui paraît, il était très très sombre, très renfermé, et que il souffrait de l'intérieur, il prenait beaucoup de drogue, beaucoup de stéroïdes notamment, parce qu'il voulait être au top. Et jusqu'à ce que la WWE avait des plans pour lui, comme quoi il pourrait peut-être potentiellement remporter le Royal Rumble. Enfin, non, je pense pas. Peut-être pas le Royal Rumble, mais remporter le titre du monde poids lourd des mains de Batista, être dans le deuxième main event de WrestleMania en affrontant peut-être Shawn Michaels pour le titre. Et vous imaginez, Shawn Michaels et Eddie Guerrero, ça aurait envoyé des étincelles, hein. Parce que Eddie contre Shawn, c'est sûr ce serait un dream match. Mais malheureusement, le 13 novembre, dans sa chambre d'hôtel, au petit matin, il a, il a rendu son dernier souffle. Et que c'est Chavo qui l'a découvert mort dans sa chambre. Et suite à ça, la nouvelle éclate. Le monde du catch est en deuil. On vient de perdre un des plus grands de ce milieu. Et que est-ce que ça a été exploité par la WWE? Peut-être que la WWE se sent un peu responsable d'avoir un peu exploité au niveau de sa continuité, parce que s'ils auraient marqué ça, ils auraient dit, écoute Eddie, prends quelques mois de repos, prends des vacances, parce que là t'es dans un piteux état. Mais à l'époque, faut dire, ils avaient un tout petit peu négligé ce côté repos. Parce qu'après, si la plupart prenaient du repos, ça va donner des idées aux autres de prendre du repos. Lui, il voulait pas se reposer. Lui, il voulait continuer quoi qu'il arrive. Il voulait continuer, continuer, continuer. Et à force de continuer, il se faisait mal intérieurement. Il commence à avoir mal au cœur. Il commence à avoir mal partout. Et qu'après, il meurt, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, il est devenu une légende. Et grâce à lui, c'est Rey Mysterio qui a pris le flambeau en remportant le Royal Rumble, en devenant champion du monde poids lourd, champion de la WWE, et avoir atteint des sommets. Et maintenant, lui aussi, c'est une légende. Et que maintenant, beaucoup profitent de sa notoriété. Surtout Rey Mysterio qui en a beaucoup profité. Dominique Mysterio aussi, il commence à marcher sur les pas d'Eddie, mais un peu en profitant de son notoriété. Et d'ailleurs, Chavo commence à le prendre hyper mal qu'on utilise encore la notoriété de son oncle comme, comme moyen d'avancer dans la WWE, quoi. Voilà, il prend tout ça en mal maintenant, il est devenu aigri par rapport à tout ça. Mais que maintenant, on peut plus trop en discuter, malheureusement. Voilà quoi. Donc je crois que j'ai tout fait là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr, on regrette infiniment Eddie Guerrero et j'espère que là d'où il vient, il regarde comme un véritable dieu du catch. Sous ce qui se passe. Voilà. Bon, maintenant numéro 46, les storylines les plus lunaires et dérangeantes. Alors les... D'abord, avant que je poursuis, il faut que je coupe un petit peu la vidéo pour reprendre après. Donc je vais un tout petit peu couper, donc on se rejoint un petit peu tout de suite. Alors voilà, je repoursuis maintenant. Donc on était passé les storylines les plus lunaires et dérangeantes. Alors oui, il y a des storylines auxquelles ça peut un peu faire polémique.
Parce que oui, il en existe. Et d'ailleurs, que ce soit au niveau de la mort, au niveau de tout ce qui est, on va dire, storyline qui a été, on va dire, rejeté, notamment l'idée de McMahon, comme quoi il voulait coucher avec sa propre fille, et que son propre fils fait ça aussi avec sa propre sœur. Ça a été rejeté carrément, mais ce serait beaucoup plus lunaire, ou encore, soi-disant, McMahon, ben, il voulait dans la storyline qu'il voulait tuer Hornswoggle, pour du faux bien sûr, donc entre kayfabe et réalité, il y a une différence. Donc voilà quoi. Donc ça part notamment dans ça. Après, il y a d'autres idées qui s'est un peu passé du fond en comble et patati patata. Mais au niveau de la mort, c'est sûr, ça a été un peu de très mauvais publicité pour la WWE par rapport, par exemple, je vous avais expliqué avec Eddie Guerrero. Eh ben, notamment avec Eddie Guerrero, on voulait faire une histoire autour de sa mort. Ça veut dire que Rey Mysterio remporte le Royal Rumble, remporte le titre du monde poids lourd, et qu'après il part en rivalité contre Chavo Guerrero, l'histoire de faire peut-être potentiellement de lui un nouveau main eventer, mais sauf qu'ils n'ont pas fait et n'a pas été retenu à la lettre, et que dans l'histoire, eh ben, Chavo, ben, il devient complètement anti-Rey Mysterio, il devient, on va dire, totalement, comment dire, il devient méchant, ça je peux le dire, mais aussi il n'accepte pas Rey Mysterio dans la famille et que il ne comprend pas pourquoi Rey Mysterio devient, on va dire, comment dire, le prodige, le successeur d'Eddie Guerrero, alors que contrairement à Rey, lui c'était son propre neveu à Eddie. Ça, c'est un tout petit peu vrai. C'est vrai que s'ils avaient un peu misé sur Chavo, peut-être, pour voir à quoi ça donne, vu comment, suite à la mort de Eddie, ben, il était quand même over, Chavo. Mais sauf qu'il a pas été pris en compte par les officiels. Les officiels le prenaient de haut. Et après, c'est Vicky qui se mêle à la rivalité en devenant heel et aussi en tournant sa bosse envers Rey Mysterio. Et auquel ça a eu toute cette histoire. Et que ça n'a pas été une très très bonne idée, en tout cas ça n'a pas du tout été la bonne. Il y a eu l'affaire aussi avec euh, Katie Vick, l'affaire Katie Vick, l'ancienne petite copine de Kane, vu comment Kane et Triple H étaient en rivalité, et que Triple H avait dit dans une promo comme quoi il va révéler le plus gros secret que Kane ait jamais dévoilé. Notamment le secret comme quoi sa petite amie Katie Vick est morte dans un accident de voiture alors qu'elle avait pas mal pris d'alcool. Et que suite à ça, elle est retrouvée morte sur le coup. Mais ça, bien sûr, c'est totalement faux. Et que dans la vidéo auquel on voit Triple H mettre un masque de Kane, totalement torse-poil et en jean, se rend à l'église et que il commence à parler envers du mannequin, parce que c'était même pas un vrai cadavre, mais un mannequin. Il commence à dire des trucs, voilà, voilà, je regrette que t'es morte, que j'aurais pu être auprès de toi, j'aurais pu te, te sauver, mais sauf que je l'ai pas fait, parce que tu me trouvais odieux et monstrueux. Et que après, dans ce segment-là, on voit Triple H un peu tripoter de manière vicieux le, le mannequin parce que c'est même pas une vraie personne et qui commence à faire vous avez compris l'acte sexuel, hein. Il a commencé à faire ça même si c'est pas du tout vrai. À vrai dire, il est en train de surjouer. Eh ben ça n'a pas plu aux gens, ça n'a même pas plu, je suis sûr, à la chaîne USA Network. Je crois, hein, je dis bien ça, je dis rien, mais je crois que ça n'a pas du tout plu à la chaîne et aux gens qui ont vu ça sur place. Et d'ailleurs, Triple H ne veut même plus en entendre parler de cette storyline. Il ne veut même plus entendre parler tellement que ça a été de très mauvais goût. Même si Kane a un petit peu blagué lors d'une conférence en tant que maire, et que quant à McMahon, lui, il croit que
c'est l'une des idées les plus géniales auxquelles il a fait. Ah oui, bien sûr, c'est de l'or. Bien joué, Vincent. Vraiment, bien joué. Tu crois que c'est génial? Tu crois que ça vaut de l'or? Eh ben finalement, non. Tu rapportes de la merde, en fait. Au lieu de rapporter de l'oseille, tu rapportes de la merde. Bref, le mec est totalement lunaire. Lui, il croit que ses histoires sont bien construites, sont une lumière, lui. Lui, il croit que ce sont de l'or. Comme la fois où j'avais dit, où il avait mis en scène sa propre mort, alors que c'était totalement raté. L'idée était prometteuse, mais elle est ratée parce que Monsieur McMahon a décidé de sortir du kayfabe, voilà, pour montrer à quel point c'est faux. D'ailleurs, merci de nous avoir dévoilé que c'était faux. Gros malin. Ou encore de ce soi-disant trouver son fils illégitime. Donc en gros, en fait, je crois qu'on dit un bastard en anglais, un bâtard, mais qui serait entre guillemets son fils, d'une mère dont il ne connaît pas aucun du nom, vu comment le mec, c'est sûr, il a été fourré sa saucisse dans, dans le beurre, quoi. Il a été fourré sa saucisse dans le beurre n'importe où. C'est une image, hein, bien sûr. C'est une image. Je rigole, mais c'est une image. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on comprend pas le délire du type. Il cherche un fils illégitime et finalement il tombe sur Hornswoggle et qu'il avait pour idée en tête de faire une storyline comme quoi il tuerait Hornswoggle. Mais sauf que je crois pas que ça ferait une très bonne idée parce qu'on sait bien que il ne tue pas pour de vrai, Monsieur McMahon. Et d'ailleurs, même faire ça, même pour une storyline, on va pas y croire un seul instant. L'affaire avec le Big Show et Big Boss Man, ouais, affaire avec ça. Comme quoi, ben, le père du Big Show venait de décéder en 1999, alors que le père du Big Show était déjà décédé il y a quelques années, bien avant qu'il soit catcheur. Eh ben ça a été de très mauvais goût avec un bossman qui s'empare du cercueil de Big Show et qui commence à dire des saloperies envers le père alors qu'il n'est plus en vie. Bref, ça c'est une honte. Ou encore avec le bossman, l'affaire avec Al Snow, comme quoi il kidnappe Pepper, le petit chihuahua de Al Snow, et que ça a un peu inspiré dans South Park. Et pourtant, cela j'avais déjà beaucoup dit avec l'affaire avec le chien Pepper. Bien sûr, ce n'est pas vrai, hein, mais on dirait que c'est un peu inspiré de South Park, hein. En gros, Al Snow va dans un hôtel ou chez le Big Bossman et que Bossman veut se réconcilier avec Al Snow en mangeant tous les deux ce buffet, mais il se rend pas compte, Al Snow, que c'est son propre chien qui est en train de bouffer. Bien sûr, ce n'est pas vrai, hein, je tenais à vous dire, ce n'est pas vrai. Tout ça est complètement faux. C'est juste pour nous faire croire, en fait. Pour nous faire avaler, quoi. C'est pour nous faire avaler. Mais sauf que si on essaie d'avaler la pilule, ben on vomit. On vomit sur la pilule. Vu comment ben c'est de mauvais goût, ça a l'air réaliste, mais malheureusement c'est faux. Et ça l'a ramené au combat Kennen for Hell, où il y a la cage du LNSL et la cage normale auquel on doit s'échapper d'habitude. Donc ils ont fait double stipulation en mettant ben, des Rottweilers, des gros chiens, qu'ils étaient là à se sursauter les uns les autres, à aboyer parce qu'ils avaient peur le bruit des gens auxquels ils étaient en train de réagir au mouvement des catcheurs. Euh, Ils aboyaient et aussi ils avaient fait leurs besoins à l'extérieur du ring. Donc pisser, faire popo, faire caca, bien sûr. Désolé pour ceux qui mangent, mais voilà, je tenais à avertir. Voilà, vous avez au moins compris d'où ça a parti, de tout ça. Bon, après, il y a d'autres histoires que je peux pas tout vous citer, mais bref, ils sont lunaires et étranges, et il y en a qui considèrent ça comme un gros scandale. Bref, je crois que j'ai tout fait sous ce prix-là. Numéro 47, les prises de catch les plus spectaculaires mais dangereux. Oui, ça, c'est un truc que j'aurais dû parler au début. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis presque à la toute fin de cette vidéo. Enfin, presque, hein, je dis bien toute presque, hein.
Bref, j'en ai aucune idée pourquoi j'ai mis ça, mais, comment dire, j'en ai aucune idée si ce n'est que j'ai mis ça pour pur intérêt et que, alors oui, il y a des prises les plus spectaculaires, d'autres qui sont moins dangereux, d'autres qui sont plus dangereux, ou encore ceux qui ne sont pas impressionnants, mais que ils sont moins impactants, ou alors il y en a qui sont moins spectaculaires mais un peu dangereux, parce que ça peut arriver. Alors quand je parle de prise, souvent on parle de prise comme Styles Clash, Cop Killer, Tombstone Piledriver, le marteau pilon inversé, le stomp, parce que des fois le stomp on peut avoir des conséquences, le pokebomb dans le coin, le reverse DDT, le pedigree si on ne sait pas comment se le prendre correctement, le rock and dropper si on ne sait pas comment atterrir. Il y a quoi encore comme prise dangereuse? Il y a quoi comme prise dangereuse, bordel de merde? Il y a quoi? Il y a quoi comme prise dangereuse Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais tout ce que je sais, il y a une panoplie de prises dangereuses. Alors, avant, je ne savais pas dire la prise de homicide. Le cop killer, je ne savais pas dire, vu comment je disais la prise la plus meurtrière. Sa prise meurtrière, parce que oui, j'arrivais pas à capter en fait. Parce qu'à chaque fois quand je fais une vidéo et que je veux aller très vite, je suis toujours allé très vite, je m'en rappelle plus des prises, quoi. Bref, c'est un peu lamentable pour moi, mais il faut pas m'en vouloir. Et maintenant, le cop killer est quand même dangereux. Parce que quand Homicide le fait, on retombe sous la tête et l'épaule. Et qu'il n'y a pas de protection, vraiment aucune protection. Ou encore, il y a aussi celui de Ricochet. Avec une grande rapidité, ça peut faire très mal. Je peux vous le garantir, ça peut faire très mal. Mais il faut savoir comment se protéger. Vraiment comment savoir se protéger. Si on se fait pas mal au cou. Parce que oui, il y a un côté dangerosité. Le double moonsault. Ah, parce que ça peut exister un double moonsault. Et si on se rate, on atterrit la tête la première. Ou encore un genre de 630 degrés à l'envers, parce que j'avais vu une vidéo d'un mec qui le faisait, et que en le voyant le faire, c'était très dangereux à tel point qu'il a atterri sous le sol, et je me demande s'il est pas mort à cause de ce double triple rotation, parce qu'un 630 degrés peut avoir des conséquences. Si on tombe en plein milieu du dos, c'est... Ouh là là, c'est paralysie à vie au dos. Non, c'est paralysie à vie. Et au cou, comme un belly to belly, over the head suplex, si on ne sait pas comment chuter, et d'ailleurs Biggie va venir le confirmer, parce qu'un simple belly to belly over the head suplex qu'a fait Ridge Holland, et d'ailleurs je suppose que ce cher Ridjo s'en veut encore d'avoir blessé ses collègues. Vu comment maintenant, je pense qu'on va le faire une gimmick de caca qui blesse ses collègues et qu'il a du mal à se pardonner. Ah, parce il l'a blessé sans se rendre compte. Et beaucoup l'accusent d'être raciste, d'être une mauvaise personne, alors que Ridge Holland avoue de ne pas avoir été raciste, mais qui s'excuse d'avoir fait du mal à Biggie, parce que c'était pas son intention de le faire mal. Soit il a mal pris de la projection et que Biggie n'a pas su comment se le prendre correctement, alors qu'il a beaucoup subi plusieurs fois là, un belly to belly over the head suplex. Bref, ça peut être dangereux si on ne sait pas comment se le prendre. Même les suicide dives, hein. Vous voyez les suicide dives qu'on passe à travers les cordes et au-dessus des cordes, ça peut être dangereux. Parce que Undertaker a failli crever à cause de ce suicide dive. Je ne sais pas quel catcheur a failli mourir à cause d'un suicide dive à travers les cordes. Mais en tout cas, c'est sûr, ça peut être très dangereux si on prend des vitesses et que ses pieds, enfin nos pieds, tombent la tête la première sur le bordure du ring, ou encore si on atterrit dans une chaise et qu'on a un trauma crânien, traumatisme crânien. Le EST, enfin le finish de Bianca Belair aussi peut être très dangereux si on ne sait pas comment se le prendre. Ouais, parce qu'il faut quand même bien se le prendre si on sait comment bien chuter sur le ventre. Le Styles Clash,
Alors le Styles Clash peut être très dangereux parce que le Styles Clash, si on ne sait pas comment se le protéger, il y a des chances qu'on peut se briser le cou parce que Yoshitatsu peut en témoigner parce qu'il a failli échapper à la mort. James Ellsworth dans le circuit indépendant aussi a subi ce Styles Clash et qu'il aurait jamais dû rentrer la tête comme Yoshitatsu. Et si je crois bien, même un de la gabarit de Samoa Joe. Samoa Joe a subi aussi ce Styles Clash, mais qu'en revanche, il est tombé sur la tête, hein. Oh putain, sous la tête. Ça c'est horrible, hein. Mais bon, petit conseil, si jamais vous prenez un Styles Clash, ne rentrez jamais la tête par devant. Euh, Laissez votre tête un peu comme si vous étiez tête en bas et vous atterrissez normalement sur le ventre, sans avoir de gros dégâts. Le tombstone, si on ne sait pas comment se le prendre correctement, eh ben, il y a des chances qu'on peut se briser le cou. Et c'est pour ça des mecs comme Kane et l'Undertaker font ça, mais avec sécurité, alors que je crois que Kazuchika Okada le fait un tout petit peu avec sécurité. Mais quand il fait un turning tombstone pile driver, eh ben, j'ai pas l'impression que le catcheur va crever à cause d'un truc comme ça, parce que c'est vrai que ça a l'air tellement dangereux, même en tournant, hein. Ça a l'air, hein, je dis bien. Le marteau pilon normal, bon, bah, je sais qu'elle est très dangereuse si on sait pas comment se le prendre. Vous voyez, on va dire le inversé, celui que Owen Hart a fait ça, Stone Cold Steve Austin, et d'ailleurs ça a totalement un peu niqué la carrière d'Austin, mais heureusement que Austin n'a pas été mise en fauteuil roulant. Mais les deux versions peuvent être très dangereuses si on ne sait pas comment se le prendre correctement. Et après, il y a d'autres prises, hein. D'autres noms, mais c'est long, hein. La liste est longue, hein. Alors après, citez-moi d'autres prises qui sont très dangereux, parce que si vous me dites que le RKO est très dangereux alors qu'il n'est pas très dangereux, le Attitude Adjustment n'est pas très dangereux si on atterrit sous le dos, le F5, ça peut pas être très dangereux. Par contre, si on fait un F10, il y a des chances qu'on peut retomber sur la jambe et qu'on se fait mal aux jambes. Le 450 splash, un petit peu, mais sauf qu'il faut quand même bien se l'atterrir. Le shooting star press, ça, bien sûr, Brock Lesnar pourrait toujours en témoigner, vu comment, si on sait pas comment tourner à temps pour atterrir sur l'autre bide de votre adversaire, ça peut avoir des conséquences terribles, parce que c'est sûr, il est tombé sous la tête. Et d'autres prises, mais bon, je décide de passer, malheureusement, je décide de passer. On était au numéro 47, maintenant au numéro 48. Les problèmes des catcheurs et catcheuses avec la justice. Ah là là, la justice, la justice. Eh ben oui, beaucoup ont eu des procès en justice par la part des personnes ou parce qu'ils ont fait des actes horribles. Et quand j'y pense à des personnes, ben, je pense notamment à Tammy Lynn Sitch, qu'on connaît sous le nom de Sonny, auquel ben, elle a écolté de 15 ans de prison, Tamilin Sitch, Sonny, parce que voilà, elle n'a pas sa première arrestation par la police, pardonnez-moi. D'ailleurs, je vous mettrai la photo de Sonny, d'ailleurs, je vous le mettrai, peut-être que je l'ai passé. Bref, je ne sais pas comment je vais le faire dans le montage, mais je vais mettre sa photo de Sonny avant, parce que maintenant, elle est plus rien, Sony. Maintenant, elle est un petit peu ronde et que elle a une mauvaise mine aussi. Alors qu'on préférait cette bonne vieille, cette bonne vieille Sony de l'époque, jolie, belle, et qu'elle était la plus en vue à l'époque. C'était l'une des premières divas de l'époque. Et ben maintenant, ben, quand elle commis des trucs un peu, un peu, un peu ingérables, comme se lancer dans la pornographique et aussi ben, picoler, prendre le volant, alors qu'on lui a retiré le permis et qu'elle a récupéré son permis et qu'après elle commet un meurtre. Bref, c'est terrible avec Sony, vraiment terrible. Et que voilà, elle échappe pas à la prison. Les catcheurs qui ont été en prison, il y en a qui ont déjà passé par la case prison, comme Booker T,
Qui a passé par la case prison? Ben, Nick Cage. Nick Cage a passé par la case prison. New Jack, je sais même pas s'il est passé par la case prison, mais je crois peut-être que oui. Qui a passé par la case prison? Par la case prison, qui a passé? Brock Lesnar, on peut pas dire qu'il a passé en prison, vu comment il avait été suspecté d'avoir pris des stéroïdes alors qu'il n'a pas pris de stéroïdes, alors qu'il était jeune. Big Show a, je crois, déjà fait de la prison ou allé au cachot, je crois. André le géant aussi, mais la seule particularité, c'est que André était ultra lourd et que la bagnole euh, traînait le pare-choc sous le sol et que quand elle roulait, ça. Donc, à ce qui paraît, voilà, ça faisait cet effet-là. Euh, Et après, il y a qui a été en prison? Parce qu'il y a des noms, hein, il y a des noms, mais. Oh, purée. Excusez-moi, je m'excuse, mais il y a tellement du nom, mais en tout cas, c'est sûr, dans la gestion des catcheurs, il y en a qu'on peut pas les gérer, on peut vraiment pas les gérer sous ce point-là. Arbody Harrison, Bugsy Murph sont en prison. Il y a qui encore qui sont en prison? Parce que là maintenant, je commence à cafouiller, hein, vraiment à cafouiller, parce que. Ah, mais oui, oui, oui. Zila Fatou, le fils de Umaga, qui avait déjà passé en prison, et que maintenant il est catcheur et qui veut catcher ailleurs. Peut-être qu'un jour il se fera recruter par la WWE, qui sait, je dis bien qui sait. Mais sinon, il y a tellement de noms, hein, il y a tellement de noms auxquels je pourrais en dire, mais bon, c'est sûr qu'il y en a qui ont eu des affaires avec la justice par rapport au scandale, par rapport justement au fait qu'ils ont fait des choses horribles et que ça a parti dans tous les sens pour les catcheurs, hein. Mais bon, c'est tellement trop dur pour vous en citer, si ce n'est qu'il y en a qui ont déjà été en prison. Pas tous, hein. Il y en a qui sont malveillants, il y en a qui sont très bienveillants, il y en a qui savent justifier leur conduite, et il y en a qui sont en règle, d'autres qui sont non en règle. Donc voilà quoi, je peux vous en dire ça parce que le reste je m'en rappelle plus. Bon après, est-ce que vous allez peut-être dire d'autres? Hmm, Dominique Mysterio a passé par la case prison? Bien sûr, c'était pas vrai, bien sûr. C'est pas vrai, Dominique Mysterio n'a jamais été en prison. C'est juste qu'il a une gimmick d'un ex-tolard qu'il faut pas le chercher. Donc bien sûr, je vous conseille de pas le croire, hein. C'est totalement faux. C'est pas vrai, il a pas été en prison. Voilà quoi, il a pas été en prison. C'est juste une gimmick pour, euh, pour sa gimmick, forcément. Voilà, j'espère que vous avez compris. Vraiment bien compris. Parce que je crois que maintenant j'en ai assez dit sur les problèmes avec la justice. Parce que je pourrais en dire plus, mais j'ai pas forcément le temps. Parce que maintenant je vais passer au numéro 49. Et celui-là, je décide de le mettre parce que c'est un peu plus logique. Mais que je dois un tout petit peu aller droit au but. Eh ben, l'histoire de la tragédie horrible du catcheur Chris Benoit. Oui, au numéro 49, bien sûr, hein. Numéro 49, c'est ce sujet-là. Et qu'on est presque à la fin. Donc oui, je tenais à mettre ça parce que vous savez que Benoît, on connaît son histoire. C'est quelqu'un, normalement, qui est ultra sage, qui est ultra veillant. Bon, après, on doute un peu sur la légitimité du mec, vu comment, certes, c'est un bosseur, c'est un grand technicien, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits de nombreux fans de catch, mais que maintenant, il y en a qui décident de le faire tomber dans les oublis, parce qu'il a commis un tel acte horrible, et surtout, il a été effacé des livres d'histoire, comme quoi il a remporté le Royal Rumble, le titre du monde poids lourd de la WWE de l'époque, et que, voilà, il a été l'un des vétérans les plus aimés et respectés par ses collègues. Et vous savez que jusqu'à ce que son meilleur ami Eddie Guerrero décède, eh ben c'est un choc pour Chris Benoit, car il a perdu un ami, il a perdu comme si c'était un de ses frères, parce que c'était
non seulement l'ami auquel il était le plus proche, même si vous savez que Benoît, c'est pas le premier ami auquel il perd, parce qu'il a perdu son meilleur ami, enfin, Owen Hart, un de ses profs. La plupart de ses collègues, ben, il y en a qui les a perdus, quoi. Notamment de la famille Hart, notamment auquel il a pu côtoyer. Bref, bref, il a perdu tellement de ses proches, à tel point que il a fini en profonde dépression. Et d'ailleurs, ça se voyait lors de la promo auquel ben, Eddie est décédé, ben, ça se voyait. C'était le seul gars auquel on le voyait vraiment pleurer comme un bébé. Vraiment, on le voyait pleurer comme un bébé, vu comment, vu comment quand je le vois en larmes, eh ben, il me fait mal au cœur, Chris Benoit. Il me fait vraiment mal au cœur. Et même quand il a fait une promo, eh ben, ça se voyait que l'émotion était réelle et que on a un peu peur sur la santé mentale de Chris Benoit. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas. Je croyais que c'était, on va dire, pour le spectacle. Et quand j'ai vu que ses émotions étaient réelles, je me suis dit, oh putain, le pauvre. Le pauvre. J'étais comme un gosse, hein. Je me suis dit, oh le pauvre, il est triste, quoi. Tout le monde est triste, mais lui, il est encore plus triste que les autres. Ça se voyait fort en plus, ça se voyait fort. Bon, après, on croyait que 2006, ça allait s'arranger et qu'il doit faire son deuil pour Eddie. Il l'a pas fait. En 2007, on croyait qu'il allait faire son deuil. Ben, son deuil, c'est sûr, il ne l'a pas fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il a continué à catcher de nombreuses années jusqu'en 2007. Et qu'en 2007, ben, il a été à WrestleMania, il a été champion des États-Unis, il a été dans de nombreux matchs auxquels il a participé, jusqu'à ce qu'il soit transféré à la ECW et qu'il devient parano. Il croit peut-être qu'il va peut-être perdre son emploi, donc il veut faire tout pour être au top à la WWE. Et que selon des sources, eh ben, un bon jour chez lui, il aurait pris des quantités de stéroïdes dans le sang et qu'il a commencé, je crois, commencé à boire alors que Benoît ne buvait pas forcément toujours des bières, des whisky, des vodka, bref, la plupart des alcools. Donc voilà, il a commencé à boire parce qu'il savait, au fond de lui-même, il savait qu'il était peut-être au bout de sa vie. Il était au bout de sa vie. Et qu'il voulait que demain ça se termine. Donc du coup, ben, il se dispute avec sa femme, je crois. Et que, à ce qui paraît, il avait mis dans le verre de son gamin, nommé Daniel, donc son fils, qui était âgé de 7 ans. Il lui aurait mis du Xanax dans sa boisson, peut-être pour faire endormir le gamin. Et que normalement, je suis pas censé dire des actes horribles, mais je crois que je suis obligé de dire parce que c'est. Ah, je vous le dis, c'est un peu horrible, hein. Donc il commence à étrangler sa femme avec ses mains, mais aussi avec le câble de téléphone, alors que Nancy elle était ligotée. Voilà, je vous le dis. Et que, en plus, il était conscient de ce qu'il savait. Il était conscient, hein. Et que après, ben, après qu'il s'est occupé de sa femme, eh ben, il décide d'aller dans la chambre de son fils. Oh putain, je vais pas arriver, je vais pas arriver, putain. Il décide d'aller dans la chambre de son fils et que autour de lui, il sait bien qu'il va pas se réveiller, il va commencer à l'étrangler, quoi. À l'étrangler. Alors que selon les sources de ses proches, Benoît n'oserait jamais ben, de faire réellement du mal à un enfant. Parce que vu comment il aimait son fils, il n'oserait jamais de lui lever la main dessus ou de le torturer ou de l'étrangler. Donc, selon les sources, il pouvait pas le faire parce que justement, il aimait trop son gamin. Mais ce jour-là, il n'était pas lui-même. Il n'était pas lui-même. Et je vous dis, ça me fait du mal, hein. Ça me fait vraiment du mal parce que c'est un fait réel et que après ça, un coup qu'il a commis un acte horrible, ben, il aurait placé une partie de la Bible sur les deux cadavres, un de sa femme et un de sa fille, de son fils, pardonnez-moi. Et heureusement que sa fille et son fils qu'il avait hors mariage n'étaient pas dans cette maison,
parce que ça se trouve, David Benoît, il serait aussi plus là, et sa sœur également. Donc un coup qu'il a commencé à commettre un acte, eh ben, il a mis une partie de la Bible, et je crois qu'il était triste et un peu sonné pour ce qu'il a fait, et qu'il a resté pendant des heures et des heures à trouver comment on va dire, faire réincarner l'âme des enfants dans les corps pour qu'ils puissent vivre, mais je crois que il s'est un peu... il, il a été dans un délire assez incompréhensif, et qu'après il a commencé à faire des recherches comment facilement se briser la nuque pour mieux se... Voilà, vous avez compris. Mais que, entre-temps, il faut savoir, c'est que Chris Benoit, il avait une vis en titane qui retenait ben, son cou, vu comment il s'était fait opérer du cou suite à un mauvais choc dans le ring. Et ben, du coup, il a trouvé le moyen plus précis pour se briser la nuque pour de bon et de finir de manière tristement horrible. Et qu'il a commencé à poster des messages envers ses collègues, comme quoi ben, il donnait des informations, comme quoi il pouvait pas venir à l'arène de Houston au Texas parce que ça allait accueillir Vengeance Nuit des Champions, auquel il devait participer pour affronter CM Punk pour le titre du monde poids lourd de la ECW. Donc il a averti qu'il pouvait pas venir vu comment il devait subvenir aux besoins de sa famille, car sa femme est tombée gravement malade, son fils aussi, et qui commence à cracher du sang, et que du coup ben, il décide de pas y aller. Mais après, à ce qui paraît, il aurait changé d'avis, il aurait quand même été allé, il n'aurait pas été allé. Bref, il se mélangeait, hein, il se mélangeait jusqu'à ce qu'il disait des messages à l'un de ses collègues, notamment Chavo. Il aurait posté un message comme quoi que voilà ça que la portière de son garage était ouverte, et que au niveau de la piscine où il y avait les chiens était également ouverte, la porte auquel il pouvait accéder d'y entrer, et que voilà, il a donné toutes les informations, et après il termine avec un je t'aime. Donc il disait à Chavo Guerrero, je t'aime mon frère, tu vas me manquer. C'est... Et là, ben, bien sûr, Chavo, ben, il a interpellé ses collègues, il a aussi interpellé les officiels, comme quoi il se passe quelque chose chez Chris Benoit, il faut faire quelque chose. Donc la WWE a écouté Chavo, et ils ont dû appeler la police pour voir ce qui s'est passé chez lui. Et là, ben, il découvre l'horreur. Il découvre l'horreur. Le cadavre de sa femme, de son fils sur le lit de sa chambre, et Benoît dans sa salle de muscu est pendu. Oh là 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 là. Ah, j'arriverai pas, quoi. Voilà pourquoi je n'oserais pas vous le dire. Voilà pourquoi je n'oserais pas vous le dire. Oh là là. Voilà pourquoi je n'oserais pas vous le dire. Parce que c'est dur pour moi, c'est dur pour certains d'entre vous, même si je suis sûr que vous avez vu les articles, vu des vidéos de YouTube francophones, de anglophones qui en ont parlé. Bref, parce que c'est sûr, Benoît, sur YouTube, il se fait parler de lui, hein. Vraiment, vraiment parler de lui, et même dans les médias. Donc il se fait vraiment, vraiment parler de lui, hein. Et du coup, ben, ça a mené un scandale à la WWE, vu comment ils ont fait une découverte comme quoi ben, le cerveau de Chris Benoit, il avait le cerveau d'un vieillard atteint de la maladie d'Alzheimer, parce que son cerveau était ultra endommagé, et que ils ont fait des analyses de ses empreintes, et que c'était bien lui qui a commis un acte horrible, pas les cambrioleurs, parce que eux s'attendaient que ce soit les cambrioleurs qui auraient potentiellement fait du mal à la famille de Benoît et à Benoît lui-même, mais sauf que non, 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 c'était lui qui avait fait tout ça, et qu'il y avait une personne qui s'était informée à l'avance, mieux que quiconque, qui aurait balancé des infos comme ça, et que ça c'est assez grave. Soit c'est un gosse qui s'amuse sur les réseaux et qui se rend pas compte de la gravité de ce qu'il fait, soit euh, c'est un malade mental qui aurait demandé à Benoît de faire de telles atrocités, et de... Bref, vous avez compris le délire, vous avez compris le délire, vous voyez le tableau,
et que bah après, bah, la WWE va commencer à le radier parce que maintenant ils connaissent la vérité sur Benoît. C'est lui qui a tué toute sa famille et que maintenant on décide de le radier, on décide de ne plus, on va dire, le mentionner. Même tous ses exploits, ses matchs supprimés, tout à la poubelle. Bref, ils avaient mis en œuvre tout ça. Et c'est triste rien qu'à y repenser, vraiment triste. Et que voilà pourquoi maintenant on sait pourquoi Chris Benoit ne sera jamais un Hall of Famer parce que on veut pas accueillir un meurtrier dans le temple du Hall of Fame malgré qu'il a une bonne notoriété dans le catch, malgré qu'il a tout accompli. Ses commotions cérébrales, là c'est sûr la WWE a dû écouter ben, les, les témoignages des personnes et aussi de la politique de bien-être, comme quoi ils ont dû radier les stéroïdes et ils ont dû prendre des précautions pour éviter d'avoir des coups à la tête, pour l'histoire de protéger ces lutteurs. Et voilà quoi, donc évitons les commotions cérébrales et tout en tout genre. Donc ça, c'est sûr, ça a un peu transformé la WWE en un côté politique un peu strict, mais qui vaut mieux pour notre bien. Et aussi que les gens arrêtent de se droguer. Parce que c'est sûr, la drogue a joué un rôle important dans cette affaire, comme avec les catcheurs qui en ont pris, et comme avec Benoît qui s'en était pris avant de voilà quoi, se, se tordre le cou et dire adieu à la vie. Bon après c'est un peu triste hein, parce que il aurait pu devenir une légende autrement s'il n'aurait pas commis un tel acte horrible. Mais bon, c'est je peux pas deviner tout ça, je vois les articles, je vois les vidéos sur YouTube, et moi qui m'étais juré de ne pas dire, maintenant je suis obligé de casser ce cycle. Je décide de casser le cycle parce que tout le monde en parle, et pourquoi je devrais pas en parler alors que je m'étais juré de ne pas parler de sa fin, par respect, peut-être par respect à Benoît, pas pour ce qu'il a fait comme acte, mais en tant que catcheur, parce que c'est sûr, je suis sûr qu'en en tant que mec, c'est pas un mauvais mec, je suis presque sûr. C'est le jour où il a dégivré, il a commencé à prendre des stéroïdes et qu'il est devenu un, un meurtrier, quoi. Mais bon, on n'oubliera pas que c'était un catcheur fabuleux, mais aussi, on préfère oublier maintenant, en tant que fan, c'est son côté auquel ça lui a mené à sa destruction. C'est tout ce que je peux en dire. Voilà, je crois que j'en ai fini avec l'affaire Benoît. Et excusez-moi si je suis un peu essoufflé, un peu troublé. Mais bon, vaut mieux ça. Eh ben, on va un peu terminer parce que c'est déjà la fin. Sur une note que maintenant on connaît tous, mais que c'est important de le savoir. Euh, Parce qu'on se rapproche du numéro de la fin, je mettrai le numéro 50 avec fin. Internet a tué le kayfabe du catch. Donc le secret du catch. Oui, on peut dire maintenant Internet ça a complètement tué le catch. Enfin, ça a complètement tué tout le secret autour du catch. D'ailleurs, la plupart des catcheurs auxquels ils ont dû avoir des personnages et rester dans leurs personnages se font un jour briser le kayfabe par Internet. Par exemple, l'Undertaker qui a toujours été un mort-vivant sombre, grand, inquiétant dans le catch. Lui, il avait décidé de ne pas briser jusqu'à ce qu'il prend sa retraite et qu'il commence à briser ce cycle du kayfabe, comme quoi c'est un homme normal, il a une vie, il a une famille, il a une femme, il a des gosses, et que voilà, c'est un être humain comme vous et moi. Alors qu'on nous a toujours vendu que c'est un mort-vivant, qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas de famille, et que l'Undertaker est un surhomme. Alors qu'en vérité, non, c'est pas un surhomme. Il a des faiblesses, il a tout ce qu'on peut imaginer de lui. Mais sinon, c'est un mec normal. Parce que c'est vrai qu'avec Internet, on peut s'en renseigner sur son nom, prénom, âge, ses initiales, ses anciens pseudos dans les scènes du catch, quoi. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, dans d'autres trucs, on peut les découvrir, hein. Par exemple, est-ce que Rey Mysterio porte réellement son masque dans la vraie vie? Quand il y a des fans, oui, mais pas toujours.
pas toujours, parce que des fois, on peut le découvrir sans son masque, et on peut le voir avec des lunettes, avec un chapeau, mais on sait, on reconnaît le visage de Rey Mysterio. Voilà, c'est parce que dans la tradition mexicaine, certes, comment dire ça, c'est un peu, on va dire, un peu stupide de sa part, mais normalement, dans la tradition mexicaine, on porte le masque jusqu'au bout, même si on est aux portes de la mort, on va dire ça par rapport, parce que c'est vrai, parce que les Mexicains ont un code d'honneur et aussi leur honneur c'est porter le masque sur le ring comme dans la vraie vie, et que quand ils meurent, eh ben, ils meurent avec leur masque dans leur tombe. Eh ben, Rey Mysterio, lui, il a décidé de briser ce cycle. Certes, envers les fans, il a le masque, mais en dehors des fans, eh ben, il se démasque complètement. Et que voilà, quoi, on reconnaît maintenant son visage. Euh, il y a d'autres exemples, hein, mais c'est long, long, long à dire, quoi. Par exemple, est-ce que l'Undertaker, encore avec l'Undertaker, est-ce que Kane est son véritable frère dans la vraie vie? Eh ben non, c'est pas son vrai frère. C'est son collègue et ami, même s'ils se considèrent un peu comme des frères d'armes, des frères destruction, parce que Undertaker s'appelle Mark William Calloway, et, euh, et Kane, Glenn Jacob. Voilà quoi, on connaît leur vrai nom. Et aussi au niveau de nom de catch, Rey Mysterio, lui, je sais qu'il s'appelle Oscar, mais ah là là, son nom, Guy Thérèse, je crois. Oscar Guy Thérèse. Ouais, je vous balance un peu les noms, mais par contre, n'allez pas dire sous les réseaux leur vrai nom. Je vous déconseille. Voilà, il faut les appeler par leur nom de scène. N'appelez pas leur nom dans la vraie vie, parce que la plupart n'aimeraient pas qu'on l'appelle par leur vrai nom. Voilà, je vous le déconseille. Voilà quoi, il y a plein d'autres exemples. Tout le monde est informé maintenant. Tout le monde est informé sur comment les catcheurs vivent, comment ils gagnent leur argent, comment ils vont dans des fédérations à un autre, comment ils sont en train de monter un à un les échelons de la compagnie, et aussi comment ils montent leurs matchs, les storylines, tout ce qui peut être dévoilé, parce que maintenant tout est dévoilé au grand jour, et que maintenant je suppose que le catch a assez de mystères et assez de faces sombres. On reconnaît un peu tout l'étendue de ce milieu, et que voilà quoi. C'est un environnement assez complexe, mais auquel il faut savoir s'y connaître. Mais par contre, ceux qui disent que c'est chiqué, que c'est truqué, je n'aime pas ce genre de terme. J'aime bien le terme scénarisé dans un bon sens. On peut dire que c'est faux dans un bon sens, mais voilà, ce sont des êtres humains, ils vont pas se tuer, ils vont pas se trucider, ils vont pas s'égorger. Voilà, c'est des hommes, et les hommes ne font pas des choses horribles. Voilà. Et bien sûr, c'est sûr, dans leur vraie vie, c'est impossible de les contrôler. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre, aller dans une autre compagnie sans être en fin de contrat, la WWE n'accepterait pas ça, et d'autres compagnies d'ailleurs. Voilà quoi, il y a tellement de personnes, tellement de trucs à détailler, comment on reconnaît des trucs quoi. Mais au moins vous avez compris. Voilà pourquoi je décide un peu de mettre ça, parce que maintenant il y en a qui pensent que c'est un scandale, qu'on reconnaît par leur vrai nom, que et si ou là, quoi. Alors que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est un petit peu une bonne chose. Pour qu'on soit pas inculte, pour qu'on reconnaisse leurs vraies valeurs, mais par contre, on peut connaître leur vrai nom sans trop les citer à voix haute, parce que, voilà, un peu minimum de respect. C'est tout ce que je demande, du respect envers les personnes. Parce qu'avant tout, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, ce sont des véritables athlètes, ils nous font tous les bonnes performances sur le ring, un peu comme les boxeurs, un peu comme les footballeurs dans les terrains de foot. Et, et, et tout ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai vraiment plus rien en stock. Mais voilà, ce sont des êtres humains comme nous, et que même malgré cette histoire sombre, malgré tout ce que j'ai pu en dire, c'est un peu un sujet positif que je tenais à dire en fin de vidéo, même si, voilà, ne prenez pas ça en scandale. Il y en a qui prennent ça en scandale, d'autres non, parce que maintenant, on est mieux informé, on les comprend, on joue un peu le jeu,
mais sinon, on peut les reconnaître que ce sont de véritables bonnes personnes, d'autres des mauvaises personnes, parce que voilà, faut un peu casser les barrières de ce qui est bien, ce qui est mal. Et aussi, leur code de catch, c'est les catcheurs et les promoteurs qu'ils ont créés en fait. Parce que catchphrase, c'est un peu leur côté punchline qu'ils ont créé. Kayfabe, secret auquel ils ont créé. Face Heel Twinners, c'est eux qui l'ont créé en fait. Pour un peu avoir ce code moral, il faut avoir les codes du catch en tête. Et bien sûr, il y a des trucs que je comprends pas, hein, mais moi sinon je les apprends un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà. Et ben pour ça, je décide de clôturer ce chapitre-là parce que c'est déjà au niveau de la fin. Et vous avez compris, certes, le milieu du catch a un côté sombre, mais il y a aussi un côté très joyeux. Et que voilà, il faut un peu se méfier des apparences. Mais surtout, je ne vous demande pas, c'est de ne pas aimer le catch. Si vous adorez, tant mieux pour vous. Si vous n'aimez pas, ben tant pis pour vous. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais toujours ce milieu. Je défendrai, quoi qu'il arrive, ce milieu du catch. Peu importe les fédérations, même s'ils ont des défauts, parce que la plupart ont des bonnes qualités, ont des défauts. Voilà. On n'est pas les êtres humains les plus parfaits au monde, mais on accepte ça avec acquis. Voilà se conclut la liste des scandales. J'espère que ça vous aura énormément bien plu parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a choqué, ce qui vous a bien mis d'accord. Et moi, ben, je décide d'arrêter complètement, quoi. Parce que là, normalement, je dis c'est tout pour cette vidéo. De toute façon, je vais un peu le dire, quoi. C'est tout pour cette vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Et avant qu'on se quitte, il faut savoir que cette vidéo sortira ben, le dimanche. Enfin, ce dimanche-ci, quoi, à l'heure que vous êtes en train de regarder. Parce que au début d'année, enfin le début d'année 2024, je vais pas sortir une vidéo le 1er janvier. Peut-être dans quelques jours, voilà, je ferai une vidéo de ma review. Oui, je relance le concept sur un DVD que je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, un peu de patience. Et là, c'est la vraie fin de cette vidéo. Donc, à plus, ciao ciao tout le monde, et passez une très bonne année.